Je vous avais prévenu que j'allais faire un gros jet d'histoire d'abonnés, on y est. Bon, gros jet quand même, dans ma limite. Généralement je vous propose 3 histoires, aujourd'hui je vous en propose 5. 5 histoires que vous m'avez partagées, que ce soit par mail ou sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me suivre sur Instagram que je vous affiche juste ici si vous souhaitez suivre mon aventure YouTube, si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, c'est avec plaisir que j'irai la lire là-bas, que ce soit par écrit, en vocal, si vous avez des photos, des vidéos, etc. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous voulez, c'est avec grand plaisir. Ou alors si vous souhaitez juste m'envoyer un petit message pour dire que vous aimez les vidéos et tout, je les lis aussi. Tous les noms que j'utiliserai dans cette vidéo sont des noms fictifs, ce ne sont pas les vrais noms des personnes qui m'ont partagé leurs histoires. J'espère que je raconterai ces histoires au mieux. Et si maintenant vous êtes bien installés, on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Lucie. Elle nous dit qu'au moment des faits, elle avait 7 ans, on est au mois de mai. C'était il y a un petit moment parce qu'aujourd'hui elle a 25 ans. Elle nous raconte que pendant ce fameux mois de mai, elle avait participé dans sa famille à une soirée raclette. Ça m'a fait rigoler dans le message parce que elle disait oui une raclette au mois de mai, etc. Mais je ne juge pas, j'en ai fait une au mois de juillet. Quoi qu'il en soit, étant enfant, elle avait 7 ans, elle n'avait pas forcément énormément d'appétit, donc une raclette ça peut être assez lourd à manger à force. Je sais que nous en tant qu'adultes on va se manger tout le fromage, mais quand on est enfant, 2 patates, du fromage, un peu de charcuterie, c'est plié. Donc voulant passer le temps après avoir fini son repas, Lucie a pris son MP3 et elle est allée se poser sur le balcon pour écouter de la musique pendant que les adultes, eux, finissaient leur repas. Elle nous dit qu'elle vivait dans une cité assez calme et donc le soir elle avait pour habitude de voir des passants dans sa cité qui promenaient leurs animaux de compagnie. Parfois il y avait également quelques enfants qui jouaient, mais ce soir-là c'était plus calme que d'habitude, elle n'a vu personne. Il y avait un silence qui se remarquait, même pas le bruit des oiseaux ou le bruit de la nature environnante, rien du tout. Je rappelle, on est au mois de mai, donc il ne fait pas encore nuit très tôt. Donc au moment où Lucie est en train d'écouter sa musique, il reste encore quelques lumières, quelques lueurs du jour. Elle est donc là, à regarder autour d'elle avec sa musique, dans ses pensées, et à un moment donné, elle a senti quelque chose. Elle a ressenti une sorte de petit frisson, comme si quelqu'un était en train de la regarder. Vous savez, parfois on a ce sentiment-là et du coup, instinctivement, on regarde vers ce qui nous provoque cette sensation. Et là, ce qui provoque cette sensation chez Lucie semble se trouver au-dessus d'elle. Et c'est là, dès qu'elle a posé ses yeux vers le ciel, qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'explique pas. Elle a vu ce qu'elle décrit comme un homme très grand, avec des ailes énormes comme des ailes de chauve-souris. Oui, Lucie m'a vu, elle a vu Batman. Blague à part, c'est un moment qui l'a vraiment marqué, car encore des années après, donc aujourd'hui quand elle m'a raconté son témoignage, eh bien elle s'en souvient encore très bien. Elle se souvient de cette chose, à la peau noire, opaque, avec les doigts qui continuaient dans les ailes comme une chauve-souris, qui flottait en hauteur au-dessus d'elle. Elle s'en souvient vraiment extrêmement bien. Elle n'a pas vu les détails du visage de cette chose, mais elle se souvient voir les muscles apparents de la bête, et autre chose qui l'a marqué, ce sont les yeux de la chose. 2 yeux rouges, brillants, à tel point qu'ils se dénotaient vraiment du visage de la chose. Et bien qu'elle se souvient très bien de ce qu'elle a vu, le contexte en lui-même, par contre, reste assez flou. Elle ne se souvient pas l'avoir vu arriver, elle ne se souvient pas l'avoir vu repartir. C'est comme si d'un coup, la chose était partie. Elle ne l'a pas vu repartir en battant des ailes ou quoi que ce soit. Elle se souvient juste que la chose flottait au-dessus d'elle. En quelque sorte, elle planait en regardant Lucie et elle est partie. Vraiment comme ça. Tellement offusquée par ce qu'elle avait vu, Lucie est restée sur place, sans bouger, comme si elle était clouée ici. Et après avoir repris le contrôle de son corps, elle est allée raconter aux adultes ce qu'elle avait vu. Et un des adultes, après que Lucie ait partagé son témoignage, a eu la même réaction que moi, il a dit « t'as vu Batman ?» Et après tout le monde a rigolé. Pendant quelques temps, Lucie n'a pas réussi à trouver le sommeil car elle repensait toujours à cela, mais elle n'a jamais pu expliquer ce qu'elle avait vu. Jusqu'à quelques années plus tard, alors qu'elle était âgée de 10 ans. Elle dormait tranquillement parce que le lendemain elle avait école, mais elle a été réveillée. Elle a été réveillée par sa mère qui lui a dit « lève-toi, viens voir tout de suite ». Lucie s'est réveillée, elle ne comprenait pas pourquoi on l'a réveillée, elle n'avait pas fait de bêtises, il n'y avait rien qui nécessitait son attention, mais il se trouve que les parents qui veillaient un petit peu ce soir-là, eh bien regardaient une émission à la télé qui passait entre 23 h et minuit. Une émission que peut-être vous connaissez, les 30 histoires paranormales. Donc Lucie regarde la télévision, sa mère elle ne regarde pas la télé mais regarde directement les réactions de la jeune fille, et quand l'émission a repris, vous savez,
ils annoncent un petit peu les différents sujets qui vont être abordés dans le bout d'émission avant la pub. Et bien dans les sujets abordés, il y en a un précisément qui est très particulier. Ce sujet, c'est celui de l'homme phalène. Et en voyant les images de cet homme phalène, autrement appelé le Mothman, Lucy a fait une crise d'angoisse. Sa mère, voyant cela, lui a dit « C'est ça que t'as vu à 3 ans ?» Et Lucy lui a répondu en hochant la tête. Pour la petite culture, je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais quand on voit cette chose, c'est signe de mauvaises nouvelles. Ça veut dire qu'une catastrophe va se produire, ça peut être catastrophe naturelle, grand accident comme un effondrement de pont, ou comme une catastrophe personnelle, la perte d'un être cher. Il se trouve que un an pile poil après que Lucy ait vu cette fameuse bête dans le ciel, sa grand-mère maternelle a perdu la vie. Et Lucy nous ajoute un détail, c'est que toute la famille se rassemblait autour de cette grand-mère maternelle. C'est-à-dire que c'était elle le pilier de la famille, et après son décès, les rapports entre les différents membres de la famille ont commencé à être très tendus. Cette famille donc, qui était de base soudée, a petit à petit volé en éclats, ce qui a été une réelle catastrophe pour tout le monde. Lucy nous dit qu'elle n'a jamais entendu parler de ce fameux homme phalène avant de voir la fameuse émission à la télévision, et à son âge, 7 ans, elle ne regardait pas de films d'horreur. Tout ça pour dire qu'elle n'a pas pu, selon elle, être influencée par ce qu'elle aurait pu voir à la télévision. Aujourd'hui, Lucy nous dit qu'elle a toujours une sorte de trauma, c'est-à-dire qu'elle a toujours une appréhension quand elle regarde le ciel, l'appréhension de revoir ce qu'elle avait vu dans sa jeunesse. C'est une histoire de fou, alors évidemment j'en vois déjà qui seront assez dubitatifs, après ça rentre dans la catégorie paranormale, donc on peut y croire, en douter, en tout cas personnellement je ne remets pas en doute la parole de ce qu'a pu voir notre amie Lucy. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce témoignage, c'est que c'est un témoignage qui ne ressemble pas vraiment à d'autres témoignages que j'ai pu avoir. Généralement, les témoignages paranormaux que j'ai, ça va plutôt être concernant des entités, ce genre de choses. Mais concernant des créatures un peu comme ça mystiques, je crois que je n'en ai jamais eu, donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Merci à toi Lucy de me l'avoir envoyé. C'est vrai que ce qui est intéressant par rapport à cette histoire, c'est que, eh bien, ce que Lucy a vécu correspond à la légende qui est associée à ce fameux homme phalène. C'est-à-dire le fait que quand on le voit, il y a ensuite une catastrophe. Si on part dans la théorie paranormale, effectivement, Lucy a vu cette fameuse bête et la catastrophe est ensuite advenue. Et si on part par contre sur quelque chose de très rationnel, on peut se dire que c'est peut-être une illusion d'optique, quelque chose en tout cas je n'arrive pas moi à expliquer. Peut-être que certains dans les commentaires sauront dire ce que ça aurait pu être, un avion, je ne sais pas vraiment, j'en ai aucune idée. Et ensuite, pensant avoir vu quelque chose, une sorte d'entité, en voyant le reportage de la télé, peut-être que eh bien, l'événement catastrophique, donc la perte de la grand-mère maternelle, a été associé justement à la légende de l'homme phalène, alors qu'en fait c'est simplement une coïncidence. J'avoue, je sais pas trop, mais après c'est vrai qu'il y a des témoignages qui vont dans le sens où cette bête existerait bel et bien, existerait, encore une fois on met des pincettes sur le mot, et il aurait été vu parfois même. Je vous invite à revoir la vidéo où j'en avais parlé, où effectivement il y a vraiment des événements où des gens disent l'avoir vu, et des événements qui ont lieu, qui sont catastrophiques, qui sont des catastrophes connues. Dans ce témoignage maintenant, nous allons voir l'histoire de Yesam. Yesam était une jeune femme âgée de 26 ans aujourd'hui, qui en avait 23 à l'époque, et au moment des faits, elle devait se déplacer dans une ville qui se situait à 20 minutes de chez elle pour effectuer un entretien afin d'intégrer une formation pour devenir ensuite formatrice. Elle avait donc pris le train plutôt tôt, vers 7 h, pour aller à son rendez-vous, avoir de l'avance, être tranquille, et elle nous dit que la ville où se situe l'entretien est une ville qui a plutôt mauvaise réputation parce qu'il y aurait apparemment des personnes de mauvaise fréquentation qui s'y trouvent. Comme je l'ai dit, Yesam avait pris son train plutôt tôt pour pouvoir se repérer, elle ne connaissait pas forcément bien les lieux et elle a finalement réussi à trouver plutôt facilement le bâtiment où elle devait aller. Elle a décidé de se mettre au chaud à l'intérieur parce qu'on était au mois de janvier donc il faisait assez froid dehors, donc il vaut mieux attendre là où on peut se réchauffer plutôt que dans le froid, je connais ça. L'entretien se passe, tout se passe bien, enfin en tout cas rien à déclarer. À 9 h Yesam est sortie et elle décide donc de prendre ensuite le chemin pour rentrer chez elle. Sauf que l'endroit où vit Yesam est un endroit qui est assez mal desservi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des trains par exemple toutes les 5 minutes pour y aller. Il est 9 h, elle doit attendre 11 h pour prendre son train, donc étant quelqu'un qui apprécie la lecture, elle décide de se poser tranquillement au niveau de la gare et de lire son livre en attendant. La gare était complètement vide, Yesam était sur un banc à côté de la porte avec son casque pour vraiment être à fond dans sa lecture, mais elle ne sait pas pourquoi, elle n'arrive pas à se mettre dans le truc, elle n'arrive pas à se plonger vraiment dans son livre et à se détendre. Elle se dit d'abord que c'est à cause du stress de l'entretien qui n'est pas encore redescendu, peut-être qu'elle avait peur de l'avoir raté, qu'elle avait un mauvais pressentiment par rapport à ça, mais en réalité le sentiment qu'elle avait
était le sentiment d'être observée. Elle décide donc de regarder un peu autour d'elle d'un air naturel. À droite, il y avait la boutique, là où elle avait acheté son livre, où le vendeur était parti. À sa gauche, il y avait un couple de jeunes. Et elle a donc regardé ensuite devant elle, et c'est là qu'elle a vu un homme, seul, qui la fixait. Elle comprend donc que son sentiment de malaise vient de cet homme. Cet homme regardait Yesam d'une manière assez particulière. C'était pas un regard comme quand on regarde quelqu'un qui passe juste dans la rue comme ça, où c'est juste le mouvement qui attire notre regard. Il la regardait vraiment fixement comme s'il l'analysait. Yesam nous dit que c'était un homme qui ne semblait pas très épais, qui était habillé en survêtement. Un homme qui était pas plus grand, mais Yesam se décrivant comme quelqu'un qui est assez petite, eh bien l'homme l'a dépassé en taille. Le regard de l'homme et celui de Yesam se croisent, et au bout de quelques secondes, Yesam repose ses yeux sur son livre. Sauf que, encore une fois, elle n'arrive pas à se concentrer. Donc elle décide de sortir pour aller fumer une cigarette, pour déjà sortir du champ de vision de l'homme, et essayer de se détendre. Quand elle revient, l'homme est toujours là, au même endroit, et il fait la même chose. Il la regarde. Yesam prend la décision de baisser le son de sa musique dans son casque, pour ne pas être surprise si jamais l'homme tente quoi que ce soit, et vraiment, il a ce comportement chelou de la regarder constamment. En plus, maintenant, Yesam est totalement seul dans la gare. Il y avait le petit couple de jeunes, mais eux ont pris un train qui était parti. Donc maintenant, Yesam s'est retrouvé face à cet homme, sans personne pour lui venir en aide en soi s'il se passe quelque chose. Notre amie patiente, elle regarde sa montre, elle regarde l'homme de nouveau. Le temps lui semble être très long, et c'est là qu'elle est clairement sauvée par le gong. Un homme se met devant elle, bloquant donc le champ de vision de l'homme qui regardait Yesam fixement depuis un moment. Et il se trouve que cet homme, Yesam le connaissait. Elle voulait devenir formatrice, donc au cours de son cursus, elle avait été amenée à réaliser des stages et elle avait en fait formé cet homme, un homme du nom de Denis. Donc immédiatement, ça l'a rassuré. Et ce fameux Denis, eh bien, il avait compris que quelque chose de bizarre se tramait. C'est pour ça qu'il s'est mis devant Yesam pour bloquer la vue de l'autre homme qui l'a fixé bizarrement. Il a même insisté pour emmener Yesam jusqu'à son quai quand le train a été annoncé. Et Denis a expliqué qu'en fait, il était passé devant la gare et qu'il avait vu Yesam. Il avait vu qu'elle était seule et il avait remarqué également l'homme. Il est passé plusieurs fois pour voir si Yesam était toujours là et il a constaté que l'homme ne faisait que la regarder. Donc, étant un petit peu inquiet, au cas où, il a décidé d'intervenir. Et d'un côté, heureusement que Denis est intervenu parce que pour se rendre au quai où Yesam devait prendre le train, il fallait passer par des souterrains. Vous savez, parfois dans certaines gares, quand on veut accéder à des quais qui sont un peu au bout, il faut passer sous les autres voies. Et du coup, on passe dans un petit tunnel. Et il est probable, si jamais Denis n'avait pas été là, eh bien que l'individu qui regardait Yesam la suive jusque dans les souterrains et potentiellement l'agresse. Quoi qu'il en soit, Yesam a réussi à rentrer chez elle sans danger. Avant de partir, elle a prévenu un agent de gare qui se trouvait sur le quai qu'il y avait un homme étrange. L'agent de gare a dit qu'il allait checker pour éviter que cette personne ait un comportement déplacé envers quelqu'un d'autre. Et finalement, cette histoire s'arrête là et elle s'est bien finie. Ça fait plaisir d'avoir des histoires qui finissent bien de temps en temps. C'est une histoire, bon là clairement terre à terre, et je pense que c'est le genre de choses qui arrivent énormément, surtout dans la vie des femmes. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans ce témoignage-là. C'est pour ça aussi que je voulais le partager, pour montrer un petit peu quels sont les ressentis que vous pouvez avoir. Et bien qu'il n'y a pas eu de danger immédiat dans le témoignage, et d'ailleurs heureusement, on sent le stress que Yesam a eu pendant tout le passage où l'homme l'a regardé. Et je pense que beaucoup de femmes ont ce sentiment-là, que ce soit quand elles attendent, je sais pas, un bus, qu'elles attendent un métro, un train, quelque chose comme ça. Ce sentiment désagréable d'être observé, d'être reluqué, je pense que c'est quelque chose qui parle. Et donc on voit dans cette situation-là que une présence extérieure peut permettre de désamorcer les choses. Là, dans ce témoignage-là, Yesam a rencontré quelqu'un qu'elle connaît, mais si, par exemple, vous, messieurs, vous voyez une jeune femme qui se fait un peu trop regarder par quelqu'un, se mettre dans le champ de vision, ça peut être une solution totalement viable pour essayer justement de faire en sorte que la personne qui se fait regarder se sente plus en sécurité. Nous allons maintenant voir le témoignage de Lila, qui nous raconte une histoire qui est du domaine du paranormal. Lila pense que tout commence à partir du décès de sa cousine qui était âgée de 10 ans. Lila, elle, en avait 14 ans, nous étions en 2015. Et malheureusement, la cousine de Lila n'avait connu quasiment que l'hôpital à cause d'une maladie, la mucoviscidose. Déjà, elle souffrait d'une maladie, en plus de ça, elle n'a pas eu forcément un environnement des plus joyeux. Sa mère, elle, était au top. Son père biologique, lui, est parti quand sa maladie s'est déclarée car il ne voulait pas perdre son temps et son argent pour s'occuper d'une jeune fille malade. Et son beau-père, lui, était un homme très cliché du macho, du raciste,
vous avez compris que des qualités. Mais malgré cet environnement compliqué, Lila nous décrit que sa petite cousine était la personne la plus douce qu'elle ait pu connaître. Malgré sa fragilité, elle savait égayer juste par sa présence la journée d'une personne. Elle vivait à Marseille. Lila, elle vivait en région parisienne. Elles se voyaient peu, mais elles avaient quand même un lien très fort. À l'âge de Lila, elle est adolescente, donc elle a tendance à ne pas vouloir trop appeler sa cousine. On peut comprendre, ça peut être mal à l'aise de parler de sujets aussi délicats. Et elle lui a fait une promesse à son dernier appel, c'est qu'après une greffe que devait recevoir la cousine, Lila allait venir la voir. Sauf que malheureusement, la greffe n'a pas fonctionné. Ce qui devait être greffé a été rejeté par le corps de la petite cousine, ce qui a entraîné malheureusement sa mort. Le fait de ne pas avoir vu sa cousine une dernière fois a profondément rongé Lila. Elle s'en veut d'avoir été égoïste parfois, de ne pas avoir appelé plus souvent, alors que ça aurait ajouté des moments de bonheur à sa cousine. Bon, Lila, si tu te reconnais, je vais te dire, étant passé aussi par là, on se dit toujours qu'on aurait pu faire plus. C'est vrai, on peut toujours faire plus, appeler plus, aller plus voir les gens, mais je pense pas qu'il faille forcément regretter ce qu'on n'a pas fait. Vaut mieux chérir les moments où on a été avec les personnes qu'on aimait. Vaut mieux se souvenir plutôt de tout ça, plutôt que de rester rongé par tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait pu faire. Je suis sûr que ta cousine, peu importe là où elle est, ne t'en veut pas une seule seconde de ne pas avoir plus appelé, et elle est juste heureuse de se rappeler des moments que vous avez pu passer, que ce soit au téléphone ou en vrai. On revient au témoignage. On est donc un jour d'hiver, donc la nuit tombe plutôt vite. On est quelques semaines après le décès de la cousine de Lila. Lila, elle, était en train de rentrer du collège, elle avait pas mal de marches à faire, à peu près 1 heure, parce que on ne voulait pas lui payer ses trajets de bus. Ça se passait pas bien à la maison, elle vivait en famille d'accueil, donc elle voulait vraiment retarder le moment où elle allait arriver chez elle. Généralement à la maison, elle avait souvent des corvées à faire. Elle était punie régulièrement. On la punissait d'ailleurs sans raison. On la punissait de nourriture, on lui enlevait son téléphone. Quand elle faisait une sieste, pour la réveiller, on lui renversait de l'eau sur le visage. Bref, vous avez compris pourquoi Lila traînait autant des pieds pour rentrer chez elle. Et alors qu'elle était sur le trajet, en train d'écouter de la musique, un vieil homme l'a surpris. Il avait une grosse veste, une chemise à carreaux, un béret. Il semblait aller dans la même direction que Lila, mais lui était juste statique, il ne bougeait pas. Il avait la tête baissée et il tenait sa béquille, des 2 mains, comme si en fait il était là à attendre. Lila était dans ses pensées, donc elle a remarqué l'homme vraiment au dernier moment, elle a failli lui rentrer dedans, et quand elle l'a vu, elle a eu un petit sursaut, elle a fait « Oh !» et elle l'a contourné. Elle pensait que l'homme allait réagir, que ce soit avec les bruits pas de la jeune fille, ou alors avec son petit cri qu'elle a fait quand elle a sursauté, mais non, il est resté totalement stoïque. Elle a poursuivi son chemin, et à un moment donné, elle s'est dit « Mais est-ce que cet homme va bien ?» Donc elle s'est retournée, sauf que l'homme avait complètement disparu. Ça peut sembler quelque chose qui arrive. L'homme a repris sa route, sauf que la rue était assez large. C'était en fait clairement impossible que l'homme ait disparu sans qu'on ne le voie. Et en plus, il avait une canne, donc il ne devait pas se déplacer très rapidement. Il ne pouvait pas taper le meilleur sprint de sa vie pour ne plus être visible. C'est là que Lila, plutôt que de se dire qu'il y avait peut-être un truc d'anormal, s'est dit « Mon Dieu, je dois être vraiment fatiguée, à tel point que j'imagine des choses. » Elle s'est donc retournée de nouveau pour reprendre la direction de là où elle vit, et en se retournant, elle a retrouvé le même homme face à elle. Elle n'a pas vu son visage, parce qu'elle avait les yeux à peu près à hauteur de taille, si on peut dire ça comme ça. Elle a juste vu en fait que l'homme levait sa canne comme s'il allait la frapper. Ayant instinctivement envie de se protéger et ayant très peur, Lila s'est recroquevillée, elle a attendu que le coup vienne, mais rien. Donc au bout de quelques secondes, elle a relevé les yeux. Et de nouveau, l'homme avait disparu. Elle s'est dit qu'elle était littéralement épuisée pour imaginer ce genre de choses. Le temps a encore passé, Lila n'a pas eu de chance, elle a été délogée de sa famille d'accueil, elle a subi beaucoup d'épreuves et elle s'est retrouvée en foyer. Au foyer, elle s'est fait une bonne amie, du nom de Nicole. Elle nous raconte qu'en 2017, une nuit, Lila a fait un cauchemar. Elle s'est réveillée et elle avait extrêmement froid. Chose qui était assez étrange parce que normalement au moment de cet événement précis il faisait plutôt bon. Tout le monde dormait avec un simple drap tellement il faisait bon, c'est pour vous dire. En se réveillant, Lila a regardé Nicole pour voir si elle aussi avait froid, mais pas du tout, elle dormait comme un bébé. Donc pourquoi Lila avait eu froid? Elle se dit donc que c'est peut-être son cauchemar qui lui a causé cette sensation et alors qu'elle essaye de se rendormir après, elle remarque un objet qui tombe sur le sol du coin de son regard. Lila s'est levée pour ramasser ce que c'était et c'était une sorte de brochure. Lila l'a prise entre ses mains, elle s'est relevée et debout elle s'est retrouvée face à un miroir. Ce miroir était sur une porte qui menait vers une salle d'eau et Lila s'est donc dit qu'elle allait prendre une petite douche chaude pour essayer de se réchauffer un petit peu car elle avait eu ce fameux frisson et ensuite se rendormir convenablement. Mais ce qu'elle a vu dans le miroir, ça l'a marqué. Elle a vu une silhouette de femme qui semblait nue, qui était
couvert de vase et cette vase dégoulinait sur son corps. Cette silhouette avait également des yeux blancs totalement, aucune pupille, rien du tout, simplement le blanc. Il y avait simplement un blanc dans les yeux et cette vision a fait que immédiatement Lila a commencé à stresser. Elle a eu sa respiration qui s'est accélérée, c'était saccadé et elle stressait parce qu'elle se disait en fait que ce qu'elle voyait dans le miroir se trouvait en fait derrière elle. Donc elle se disait là, si je me retourne je suis morte. Elle s'est retournée parce qu'à un moment donné ce qu'elle voyait dans le miroir a commencé à se rapprocher, donc par peur elle l'a fait, sauf que derrière elle il n'y avait rien. Elle a regardé de nouveau dans le miroir et cette fois-ci il n'y avait que son propre reflet. Voyant qu'il n'y avait rien, Lila s'est précipitée dans son lit et elle s'est cachée dans sa couette. Alors qu'elle était là, emmitouflée, elle a regardé de nouveau vers le miroir et elle a revu cette fameuse femme qui l'avait effrayée. Cette femme regardait Lila et elle lui a fait un sourire terrifiant. De ce que nous raconte Lila, cette femme a commencé à sortir du miroir et vous savez, quand on est chez nous, on a tendance à se dire que tant qu'on est dans notre lit et sous la couette, on est protégé. Bah là, instinctivement, c'est ce que fait Lila. Elle se cache sous sa couette et elle attend. Rien ne se passe. Il ne se passe tellement rien qu'elle s'endort. Elle en a raconté plus tard aux personnes qui vivaient avec elle dans le foyer et ces personnes-là ont simplement rigolé ne la croyant pas. Tout le monde s'est accordé sur le fait que Lila avait simplement fait un cauchemar parce que celles qui étaient dans la chambre avec elle, eh bien elles ont très bien dormi. Lila a vécu d'autres événements de la sorte et quand elle en a parlé avec certaines personnes, certains lui ont dit qu'elle avait peut-être ouvert un portail. Comment ça, elle en a aucune idée. Et on lui a dit également que plus on croyait à quelque chose, plus on voyait les signes de ce quelque chose, que ce soit du bon ou du mauvais. Donc en vivant toutes ces expériences étranges, elle a tendance à y croire, donc elle voyait de plus en plus de signes liés à ces expériences. Ça pouvait être des marques de griffures sur son corps quand elle se réveillait, des bleus, et là ça semble très négatif, mais il y avait également d'autres choses qui se passaient. Elle sentait parfois sur son lit une présence qui, elle, ne la mettait pas du tout mal à l'aise. Elle sentait parfois la caresse d'une main sur son épaule qui la rassurait. Elle pense donc, alors comment, elle en a aucune idée, mais qu'elle a ouvert peut-être une sorte de portail qui a permis à des entités maléfiques ou malsaines en tout cas de l'approcher, mais également une entité positive en particulier qui serait peut-être l'esprit de sa cousine défunte. C'est là que le témoignage de Lila s'arrête. Alors c'était un témoignage assez fou, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui seront dubitatives vis-à-vis de ce témoignage, parce que des témoignages comme celui-ci sur la chaîne, je crois pas que j'en ai raconté d'autres, ou beaucoup en tout cas. Généralement les apparitions d'esprit sont un peu plus fugaces, des descriptions aussi claires, c'est rare que j'en ai. Certaines personnes qui m'ont déjà partagé des histoires me disent que eux sont plus sensibles que d'autres à justement ce genre de choses, au domaine du paranormal. Peut-être que Lila, eh bien c'est ton cas, peut-être que toi-même tu as une sensibilité extrême qui fait que tu arrives à voir des choses que d'autres ne conçoivent pas. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur cette histoire parce que j'ai pas vraiment de théorie. Si on part sur le côté paranormal pur et dur, bon là tout s'explique évidemment, ce qui concerne le portail entre les mondes, etc., etc. Par contre si on part sur quelque chose de terre à terre, là je pense qu'on arrive plus sur le terrain psychologique, car tu as eu des épreuves dans ta vie, donc peut-être que ça a eu un impact psychologique et que inconsciemment tu représentes des aspects de ta vie qui ont été difficiles sur ces sortes d'entités. Je suis pas psychologue, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. C'est une voie que j'ouvre. Personnellement, je remets pas en doute la parole de quelqu'un qui me parle de paranormal. C'est pas mon but. Moi, je partage l'histoire telle qu'on me la raconte. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez, dans le respect de la personne qui a partagé son histoire évidemment. Nous allons maintenant voir le témoignage de Cécile. Cécile nous partage quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 10 ans, en hiver à la période de Noël. Elle nous raconte qu'elle vivait avec ses parents dans une grande maison à la campagne et cette grande maison était autrefois un café. Les parents de Cécile avaient tout refait pour que ça ne ressemble plus à un café mais bien à une maison et il se trouve que dans cette maison, personne ne s'y est jamais vraiment senti très à l'aise. Cécile, elle, dormait dans le grenier qui avait été réaménagé en chambre et souvent elle entendait des bruits dans les murs, dans les escaliers. Elle se sentait même observée, mais elle n'a jamais rien vu de concret. Un jour, le père de Cécile a décidé d'installer une caméra de sécurité au cas où qu'un jour la maison soit cambriolée. Comme ça, il pourrait avoir des preuves. Cette caméra donnait sur le salon salle à manger et sur la porte d'entrée. Cécile nous explique que quand quelque chose est détecté par la caméra, ça prend une capture d'écran et ça l'envoie sur le téléphone du père. Un jour, alors que personne n'était à la maison parce que Cécile était à l'école, la mère et le père au travail, le père de Cécile a reçu 2 photos sur son téléphone. Et des photos assez étranges que Cécile a bien voulu nous partager. Sur la première photo, on voit quelque chose totalement blanc qu'on n'arrive pas vraiment à discerner. Ça ressemble à une sorte de personne,
mais d'un autre côté ça n'y ressemble pas vraiment. Elle semble en mouvement et sur la deuxième photo, cette sorte d'entité blanche semble comme s'évaporer. Le père s'est dit que peut-être c'était quelqu'un de la famille, donc il a demandé à sa femme, la mère de Cécile, et à Cécile, sauf que les deux n'étaient pas là. Donc c'est sûr que ce n'était pas elle. Qui était-ce? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, le soir de ces événements, Cécile a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle a senti pendant la nuit quelque chose lui toucher la jambe. Étant âgée de 13-14 ans, elle a été choquée, donc elle est descendue tout de suite voir ses parents en pleurs, mais ses parents ne l'ont pas cru. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à tous ces événements, ou alors est-ce qu'on a bien affaire à quelque chose de paranormal? Personne dans la famille de Cécile ne sait réellement le dire. Les parents ont déjà pensé à faire appel à quelqu'un pour purifier la maison, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. 3-4 ans après, la famille a déménagé et ils n'ont plus revécu quelque chose de la sorte. Après avoir un peu échangé avec Cécile concernant cette histoire, il se trouve que le café qui se tenait là, avant que l'endroit ne devienne une maison, était là depuis au moins 100 ans. Donc il est possible que ce café cache une histoire qui pourrait expliquer pourquoi il y aurait des événements paranormaux dans cet endroit. Merci à toi Cécile de m'avoir partagé ton histoire. Alors selon vous, sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? Peut-être que vous aurez une théorie, en tout cas libre à vous de me le dire en commentaire, je pense que c'est quelque chose qui pourra intéresser Cécile. Dans cette dernière histoire, nous allons voir le témoignage de Carrie. Carrie nous dit qu'elle était âgée de 12 ans à l'époque et qu'elle vivait dans la ville de Paris. Elle était en 6e et généralement tous les jours pour rentrer du collège, elle prenait le bus. Elle ne vivait pas forcément loin de son collège, mais sachant que la route pour rentrer chez elle c'était une montée, elle préférait prendre le bus, faire 2 stations et rentrer tranquillement plutôt que de se taper toute la montée. Et bien Carrie nous dit qu'au moment des faits, elle aurait probablement dû prendre la route à pied plutôt qu'avec le bus. Elle nous raconte qu'elle a toujours été quelqu'un qui était plutôt observatrice, à faire attention à son environnement. Elle nous dit d'ailleurs qu'elle n'avait pas une grande confiance en elle et donc qu'elle sentait quand quelqu'un l'observait. Et justement au moment des faits, quand elle est allée dans le bus, elle a senti des yeux se poser sur elle. Au début, elle décide de ne pas y prêter plus attention que ça, mais au fur et à mesure du temps, elle sent que ce regard reste fixé sur elle. Donc elle décide de voir d'où vient ce sentiment gênant. Et elle a vu que le malaise qu'elle avait venait d'un homme brun, pas très grand, avec des lunettes et assez mince. Tout de suite, Carrie a un mauvais pressentiment. Elle sait que cet homme va poser problème, qu'il va la suivre, qu'il va la mettre mal à l'aise. Impatiemment, Carrie a attendu que son bus s'arrête à sa station pour sortir et se débarrasser de cette gêne qui l'oppresse. Donc arrivée à son arrêt, elle descend rapidement et elle se rend compte que l'homme qui la mettait mal à l'aise descend également. Au début, elle essaye de se rassurer en se disant que c'est probablement un hasard. Elle marche, l'homme est derrière elle, il marche dans la même direction qu'elle. Et en soi, pour arriver chez elle, elle n'a pas beaucoup de temps, à peu près 1 minute de marche et en plus elle passe devant une école, donc elle est censée être rendue plutôt rapidement. Elle arrive donc très rapidement à l'entrée de sa résidence et elle voit que l'homme est toujours derrière elle. Pour en avoir le cœur net et savoir si cet homme la suit vraiment ou pas, elle décide de pas tout de suite rentrer chez elle, d'attendre au niveau du portail et de regarder l'école comme si en soi elle attendait quelqu'un. En plus, il y avait des personnes qui attendaient des enfants à la sortie de l'école. Donc en soi, s'il se passait quelque chose, il y a du monde qui aurait pu intervenir. L'homme lui passe devant Carrie, il ne s'arrête pas, et une fois que l'homme l'a dépassé, Carrie se retourne vers son portail et elle tape le code pour rentrer à vive allure. Carrie rentre, elle ferme le portail, et là elle entend des bruits de pas précipités. L'homme arrive et bloque le portail, et dit merci, comme si quelqu'un lui avait en fait tenu la porte. Là le cœur de Carrie s'emballe, elle essaye de réfléchir à ce qu'elle peut faire, elle ralentit donc le pas. Elle sort son téléphone comme si elle voulait répondre à un message, et donc l'homme, lui, continue son chemin à l'intérieur de la résidence. Là, Carrie décide de sortir à toute vitesse, et elle voit un camion garé, donc elle décide de se cacher derrière. Elle a une vue sur le portail de la résidence, et elle voit que l'homme l'a suivie en courant, qu'il n'a pas vu où elle était allée, mais en tout cas qu'il la cherche. Elle en est sûre parce qu'il regarde autour de lui, donc c'est sûr pour elle que cet homme est à sa recherche. Carrie lui dit qu'elle est rousse, donc c'est quelque chose qu'on peut voir facilement. En tout cas, c'est un trait physique qui se démarque. Quand l'homme s'est éloigné, là Carrie en a profité, elle a réussi à rentrer chez elle, l'homme n'est pas rentré dans la résidence, il ne connaissait pas le code donc il ne pouvait pas revenir, il était obligé d'attendre que quelqu'un ouvre la porte, donc Carrie avait largement le temps en soi de pouvoir se cacher chez elle. Une fois en sécurité, elle a appelé son père pour lui raconter tout. Son père l'a félicité de son comportement, de s'être caché, de ne pas avoir cherché à confronter l'homme ou quoi que ce soit, d'être resté en sécurité. Et une fois que tout le monde est rentré à la maison, eh bien les parents de Carrie ont voulu qu'elle porte plainte. C'est ce qui a été fait, et les policiers ont dit à Carrie que si jamais elle recroisait cet homme, il fallait les contacter. Le temps a donc encore un peu passé, et elle nous dit que cette situation l'avait tellement stressée qu'elle avait développé, alors je sais que ça a un nom mais je ne l'ai plus, mais vous savez une sorte d'habitude, l'habitude de s'arracher des cheveux à cause du stress.
elle ça la détendait et du coup elle le faisait continuellement et au bout d'un moment, eh bien ça commençait à se voir, donc elle avait un petit trou en haut de la tête. Et cet homme qui a effrayé Carrie, elle l'a revu. Effectivement, elle l'a revu alors qu'elle avait repris le bus, sauf que lui il ne l'avait pas vu, il était au fond, il l'a remarqué seulement quand elle est sortie. Et il a eu un geste horrible, c'est que quand il l'a vue dehors, il a posé sa main sur la vitre et a collé son visage. Si vous visualisez la chose, vous comprendrez que ça rend le truc super creepy. Bon là, quoi qu'il en soit, il était trop tard pour appeler la police, mais une semaine plus tard, Carrie l'a vue de nouveau. Sauf que cette fois-ci, elle n'était pas seule, elle était avec sa sœur et un ami. Il a été vu dès que le groupe est rentré dans le bus, et là immédiatement Carrie a dit « c'est lui ». La sœur de Carrie a parlé de la situation au conducteur, l'ami lui a appelé la police, et la police a donc attendu le bus à un arrêt où l'homme a ensuite pu être confronté. Tous les passagers ont été invités à descendre du bus pour que la police confronte l'individu, et il se trouve que l'homme qui avait effrayé Carrie était une personne avec des problèmes mentaux. L'individu a été escorté hors du bus et emmené par la police, et quoi qu'il en soit, après, Carrie ne l'a plus jamais revu dans le dit bus. Elle ne sait pas si l'homme a écopé d'une sanction ou quoi que ce soit, peut-être qu'il a juste été interdit de prendre le bus, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, des années plus tard, quand Carrie avait à peu près 18 ans, elle a recroisé l'homme. Elle était bien plus sûre d'elle à cet âge-là, bien plus confiante. Donc, quand elle est repassée devant l'homme, elle n'était pas apeurée cette fois-ci. Et c'était un message qu'elle a fait passer. C'est que elle était persuadée que l'homme l'avait vue également, qu'il l'avait reconnue, et elle ne l'a pas lâché du regard alors que l'homme, lui, n'osait pas la regarder dans les yeux. Et ça, c'est une belle revanche sur une situation qui nous a traumatisés. Carrie, merci à toi pour le partage de ton témoignage, j'espère que je l'ai bien retranscrit, que j'ai bien retranscrit les événements et ton état d'esprit. En tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir envoyé ton histoire. Je suis heureux que tu aies réussi à aller au-delà, à affronter ce qui t'avait effrayé. Je te souhaite plein de bonheur et que ce genre de situation ne t'arrive plus jamais. Et voilà les amis, on en a fini pour toutes ces histoires d'abonnés. J'espère que ces histoires vous ont intéressé. On a vu un peu de tout, du paranormal, des trucs plus terre à terre. J'ai voulu mixer un petit peu tous les domaines. J'espère que ça vous a plu. Merci du fond du cœur à ceux qui m'ont partagé les histoires que j'ai racontées dans cette vidéo. Merci également à ceux qui m'ont envoyé et que je n'ai pas encore partagé. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me partager quelque chose qui vous est arrivé et me suivre. N'hésitez également pas à commenter, à envoyer plein d'amour à ceux qui ont partagé les histoires de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut!